le Premier ministre britannique et moi-même donnions mandat à nos chefs d'état-major des armées pour que l'équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Jacques Sapir. Bonjour Jacques. Bonjour. Vous êtes économiste bien connu, professeur d'économie et spécialiste, entre autres choses, des économies des ex-pays de l'URSS et en particulier de l'Ukraine et de la Russie. Et avant de démarrer cet entretien d'actualité, puisque notre nouveau magazine Trump, Poutine à l'assaut de l'Europe vient de sortir. Il est disponible, chers abonnés, dans plus de 5000 points de vente et sur notre site internet www.omertamedia.fr, de commenter la couverture de ce magazine auquel d'ailleurs vous avez participé. Alors oui, effectivement, ce sont les deux hommes dont on parle, Donald Trump et Vladimir Poutine. En réalité, il y a un troisième homme qui est important, que vous n'avez pas mis, ce qui est un peu normal puisqu'il est beaucoup moins dans la lumière des médias, mais qui est important, c'est Xi, c'est le président chinois. Pourquoi ? Parce que la position de Trump par rapport à Poutine, elle est fonction de ses relations avec Xi. Il ne veut pas de conflit avec la Russie parce qu'il réfléchit à un conflit général avec la Chine. Et Poutine, lui, de son côté, il peut tenir face à toutes les menaces de nouvelles sanctions, que ce soit de l'Union européenne ou que ce soit des États-Unis, de Donald Trump, parce qu'il sait que Xi l'appuie. Et là-dessus, le président chinois a été extrêmement clair lors du 9 mai à Moscou. Les deux présidents se sont rencontrés avant, car Xi Jinping est venu pour une visite d'État de 4 jours, ce n'est pas simplement pour le 9 mai, et quand ils sont sortis de la grande réunion qu'ils ont eue ensemble, Xi Jinping a dit qu'il soutenait complètement la Russie et que la Russie soutenait la Chine sur la question de Taïwan. Alors, ce sont des déclarations qui ont été un petit peu passées sous silence, parce que tout le monde se focalisait sur le défilé, est-ce qu'il y aura une menace ukrainienne sur le défilé ou pas, bon, etc. Mais ce sont des décisions extrêmement importantes. Donc, en réalité, ces deux présidents, Trump et Poutine, il y a derrière eux et un petit peu au-dessus d'eux, pour des raisons différentes, pour chaque, mais pour des raisons importantes, le visage de Xi Jinping. Et donc là, on voit bien. Après, on est face à deux présidents qui sont décriés de manière différente, mais pour des raisons tout aussi mauvaises. On dit beaucoup que Trump est fantasque, qu'il n'y connaît rien, qu'il n'arrête pas de faire des bêtises. Non. Trump a une méthode de négociation qui est discutable, bien sûr, qui est très brutale, assurément. Mais il suit cette méthode et pour l'instant, en réalité, il y a une très grande cohérence dans sa position. Quant à Vladimir Poutine, regardez le visage, pour un homme qui a, je ne sais pas, suivant LCI, 5 ou 6 cancers, une maladie de Parkinson, bon, qu'est-ce qui se porte bien ? Moi, j'ai envie de dire, mais que de progrès a fait la médecine russe ces 2-3 dernières années pour qu'il ait si bonne mine ? Donc, soyons sérieux. En réalité, nous avons deux hommes forts, mais dont la force de chacun dépend de leur relation avec un troisième homme. Et c'est ça la réalité un petit peu de la situation internationale. Avant de rentrer sur les questions russo-ukrainiennes, les premières mesures économiques de Donald Trump, on a parlé de la hausse des tarifs douaniers. En réalité, comme vous le soulignez, il a imposé un rapport de force avec une négociation et avec son style qui lui est propre, très brutal. Son bilan économique
est très décrié, y compris dans la presse, y compris dans le Figaro. Je lisais il y a 2 jours un article qui taille au scalpel les premières mesures économiques de Trump, qui explique que sa politique économique est dangereuse pour le dollar. Quelle est votre analyse de ces premiers mois de mesures économiques du président Trump? Alors, en réalité, les mesures économiques de Trump, elles n'ont été prises que depuis un mois, disons 2 au grand maximum. Il est encore beaucoup trop tôt d'en dresser le bilan. Tout ce que l'on peut dire, c'est que Trump a 2 objectifs très nets en tête. Le premier, c'est de reconstruire l'industrie américaine. Le deuxième, c'est d'une certaine manière, de bloquer, non pas la totalité de la production chinoise, mais en tous les cas, de mettre à mal une partie de la compétitivité de la Chine. Bien. Ce sont 2 objectifs de long terme, en réalité. Et donc, on ne peut pas tirer un bilan de cette politique aujourd'hui, on ne le pourra pas d'ici 1 an, il faudra attendre 3-4 ans pour voir effectivement ce que ça a donné. Alors maintenant, on voit bien qu'on est dans une phase de construction du rapport de force. Le niveau général des droits de douane américains, avant l'arrivée de Trump, avant le 20 janvier, c'était 2,5%. D'accord. On est parti pour l'instant sur une montée de 2,5 à 30% par rapport à la Chine. Au moins pour les 90 jours, donc au moins jusqu'à début juillet, mais il n'est pas du tout impossible qu'on arrive à se stabiliser à peu près à ce niveau. Est-ce que c'est suffisant pour remettre en cause la compétitivité chinoise? Ce n'est pas du tout clair. Et là, effectivement, il y a un problème, c'est l'absence de véritables calculs économétriques. Alors, je suppose que maintenant, on est en train de les faire, hein, mais ça prend du temps. Ce n'est pas des choses qui tombent comme ça du ciel. Bien. Donc, il y a effectivement un problème là de savoir est-ce que le curseur est bien placé? Est-ce qu'il est trop faible? Est-ce qu'il est trop fort? Parce qu'il y a aussi tout le problème de ce qu'on appelle le commerce intra-branche. Autrement dit, le problème des sous-traitants. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aux États-Unis, mais qui sont faites aux États-Unis à partir de biens sous-traités qui viennent de Chine, mais pour d'autres du Mexique. Bon. Donc, il y a effectivement là une véritable complexité des relations. Donc ça, c'est un problème. Et puis, quant à la reconstruction de l'industrie américaine, et ça, c'est un point extrêmement important. Alors, il faut le rappeler, Trump en parle depuis la fin des années 90. C'est pas d'aujourd'hui. Il n'a pas découvert comme ça les droits de douane il y a quelques mois. Son vice-président, J.D. Vance, il en parle aussi depuis assez longtemps. Il suffit de lire son livre. Ça m'étonne beaucoup que tous les spécialistes des États-Unis que l'on peut entendre sur les différentes chaînes de télévision ne fassent pas à un moment donné référence au livre de J.D. Vance. J.D. Vance, au moins, il dit ce qu'il pense. Et il dit ce qu'il pense depuis très longtemps. Bon. Donc, on voit bien que c'est constitué là un espèce de bloc qui va dire au-delà du Parti républicain sur l'idée il faut reconstruire l'industrie américaine, il faut redonner du travail aux travailleurs américains. Bon. Mais là aussi, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un phénomène sur lequel les lignes de tendance vont commencer à s'affirmer dans les prochains mois. On joue là dans le long terme. Alors le problème qui se pose pour Trump, c'est qu'il doit montrer à son électorat qu'il fait quelque chose, même si ce qu'il fait ne pourra pas être ressenti par l'électorat avant 2 à 3 ans. Est-ce que le problème en économie comme en géopolitique, je pose une question un peu technique, c'est toujours l'analyse à chaud sans remettre, je dirais, les décisions sur le temps long ou au moins sur un espace de 6 à 1 an, parce que
quand on entend certains qui taillent en pièces le bilan économique de Trump, les décisions qu'il a prises et qu'il a mis en œuvre il y a à peine un mois, en réalité, ne donneront des résultats bons ou mauvais que dans 6 mois ou voire un an. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là, un problème technique dans l'analyse que font beaucoup de spécialistes de ces questions économiques, par exemple? C'est évident, mais ça, c'est le problème du journalisme. Le journalisme, et c'est tout à fait normal, il veut répondre à des questions que se posent immédiatement les gens. Bon. Mais, si vous voulez, si vous allez à la télévision pour dire « nous ne pourrons envisager sérieusement ces mesures que d'ici 3 à 4 ans », vous n'êtes pas écouté. Vous n'êtes pas écouté parce que les gens disent oui, on ne sait pas où on en sera d'ici 3 ou 4 ans, qu'est-ce qu'il vient me raconter, moi je veux des choses qui se passent immédiatement. Donc oui, ça c'est une contradiction générale sur les problèmes. Par exemple, l'annonce de cette espèce de programme de réindustrialisation qui était présenté par Emmanuel Macron sur la France. Bon, il commence à en parler en 2022. Alors maintenant, début 2025, on peut commencer à faire le bilan. Mais les gens qui disaient « Ah oui, le chômage diminue, ça y est, c'est la preuve que la politique de réindustrialisation marche », mais c'était stupide. C'est absolument pas lié. C'est absolument pas lié. Il faut attendre. Et ce que l'on voit d'ailleurs aujourd'hui, c'est que après une remontée de l'emploi qui est due en fait à la baisse de la productivité, et c'est ça le point important, eh bien, à nouveau l'emploi, et en particulier l'emploi industriel, commence à fléchir de manière importante. Donc oui, maintenant on peut commencer à tirer un début de bilan. Je dis bien un début de bilan de ce qu'a fait Emmanuel Macron. Donc c'est un problème général. Nous avons en économie, mais aussi en géopolitique, des tendances qui se mettent en place sur plusieurs années. Et évidemment, et je le répète, c'est tout à fait normal. Si vous voulez, qu'un journaliste s'intéresse à l'effet immédiat, bah oui, ou alors il faut lui reprocher de faire son travail. Si vous voulez, c'est aussi simple que ça. Mais sur le fond, on ne peut pas tirer des conséquences de cette politique avant plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc je dis, et d'ailleurs ça va être un problème aussi pour Trump, puisqu'il risque d'être pris en tenaille entre les aspirations de son électorat, qui veut voir les choses changer immédiatement, oui, et le fait qu'au mieux, en admettant que le plan qu'il a mis au point se déroule parfaitement, ce qui n'est jamais le cas par ailleurs, hein, bon, il peut se passer plein de choses entre-temps, mais admettons que ça se passe parfaitement, les premiers résultats ne se verront pas avant 2-3 ans. Donc oui, là, il y a un espèce de hiatus temporel qui va être un véritable problème à régler pour Donald Trump. Je dirais que c'est vrai pour l'ensemble des dirigeants politiques. Alors, nous sommes à la veille de l'ouverture de négociations directes entre l'Ukraine, représentée par son président M. Zelensky à Istanbul, et du côté russe, une personnalité, peut-être le président Poutine, peut-être quelqu'un d'autre qui viendra rencontrer la délégation ukrainienne. Et l'ouverture de ces négociations, elle fait suite à une séquence, on appelle ça dans le métier, qui s'est déroulée à Kiev entre les présidents Zelensky, Macron, Keir Starmer et l'Allemand en fin de semaine dernière, durant laquelle le président Macron a mis une sorte d'ultimatum à Vladimir Poutine en disant en somme que s'il refusait de signer un accord sur le cessez-le-feu, eh bien l'Union européenne, de concert avec les États-Unis, pour le citer, imposerait de nouvelles sanctions plus lourdes encore que ce qui a jamais été imposé à la Russie. Et il a paru forcer la main un peu, ou vouloir forcer la main du président russe et l'asseoir à la table des négociations avec cet accord de cessez-le-feu. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'ouverture de ces négociations? Et d'ailleurs, est-ce que vous pensez, vous qui connaissez bien
la Russie et les Russes que le président Poutine se rendra lui-même à Istanbul? Je n'en sais rien, je vais vous le dire, parce que tout dépend de l'engagement de la partie ukrainienne dans cette négociation. Les Russes ont donné le contexte. Ils ont dit il n'y aura pas de cessez-le-feu. Oui, nous sommes prêts à discuter maintenant. Alors, il faut d'ailleurs dire, on est passé d'une séquence à l'autre. On a eu la séquence européenne, c'est accepter le cessez-le-feu de 30 jours où nous ferons des choses. Aucun effet parce qu'on ne voit pas trop ce que les Européens peuvent faire de plus que ce qu'ils ont fait. On doit être au 17e paquet de sanctions, hein. Il faut quand même le rappeler. Bon. Réponse des Russes. On est prêt à rouvrir des négociations en Turquie, mais on voit bien, les négociations en Turquie, elles étaient ouvertes au début de la guerre. Bon. Au printemps 2022. Au printemps 2022. Et en fait, on était presque arrivé à un accord. Puis, pression de Boris Johnson et de Biden, les Ukrainiens reculent sur cet accord. Bon, donc les Russes disent, on reprend les négociations au format 2022 et on les reprend sans que ça ait des conséquences pour l'instant sur les combats. Bon. Donc les Russes ne veulent pas d'un cessez-le-feu. Les Russes ne veulent pas d'un cessez-le-feu. Et ils ne veulent pas pour une raison très simple, c'est qu'ils disent tout cessez-le-feu va permettre à l'armée ukrainienne de souffler et de se reconstituer. On ne veut pas donner cet avantage aux Ukrainiens. Bon. D'ailleurs, il faut rappeler, lors de la guerre du Vietnam, on a 4 ans de négociations, même plus, 5 ans, enfin, pas tout à fait. Presque 5 ans. Ça commence en 68 et ça finit au début de 1973. La guerre continue. Que ce soit les bombardements américains sur le nord, par exemple, il y a l'opération Linebacker qui va ravager toute une série de villes au Nord-Vietnam, mais aussi les offensives sur le terrain menées par les combattants indo-chinois, le Viet Cong et l'armée de la République du Nord-Vietnam, la République démocratique du Nord-Vietnam. Bon, donc, les négociations qui ont eu lieu au Qatar entre les talibans et les Américains. Il n'y a pas eu de trêve. On s'est parlé alors qu'on se battait pour l'instant. Allez, remontons un petit peu dans l'histoire. Les négociations de Panmunjom en Corée pendant la guerre de Corée, elles commencent en 1951, elles n'aboutissent en fait qu'en 1953, et la guerre continue. Donc, en fait, c'est extrêmement inhabituel que l'on ait une suspension des combats pendant qu'on discute. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, un cessez-le-feu. Mais si c'est pour un cessez-le-feu qui se termine, comme s'est terminé le cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, ce n'est pas nécessairement une bonne chose pour les deux. Parce qu'on voit très bien que ce cessez-le-feu de 6 semaines, il a commencé à être violé à la fin de la 3e semaine, au début de la 4e semaine, et puis il s'est délité progressivement, etc. Donc, la réalité, c'est la suivante. La Russie ne veut pas de cessez-le-feu, ce qu'elle veut, c'est une paix. Et donc, elle dit, soit on aborde les problèmes de fond, et si vous acceptez ce que nous, on veut, eh bien, ça peut aller très vite. Et d'un autre côté, l'Ukraine dit, on ne veut pas accepter sur le fond ce qu'on veut simplement, nous, c'est un espace pour respirer, ce qu'ils avaient gagné avec Minsk. Parce que c'était ça, maintenant on le sait, le contenu de Minsk 2. Et ça, les Russes disent, nous, on n'en veut pas. Donc on est aujourd'hui dans cette situation. Avec en plus ce phénomène, c'est que la manipulation faite par les dirigeants allemands et français sur Minsk 2 ayant été dévoilée, il y a eu des déclarations très nettes, que ce soit de François Hollande ou d'Angela Merkel, là-dessus. Les Russes disent, écoutez, il y a un précédent, et ce précédent fait que nous n'avons aucune confiance dans les Occidentaux. Donc, si vous voulez que les combats s'arrêtent, il faut en passer par nos conditions. Poutine l'a dit.
vous voulez que les combats s'arrêtent? Retirez les troupes ukrainiennes de ce qui reste des 4 oblasts que nous n'avons pas encore complètement occupés. Retirez-les. Et les combats s'arrêteront immédiatement. Évidemment, Zelensky et les Ukrainiens ne veulent pas de ça. Bon, donc, pour l'instant, il n'y aura pas de cessez-le-feu. Alors, il n'est pas impossible, par ailleurs, qu'il y ait un engagement non écrit, que les Russes disent, bon, on va peut-être arrêter de tirer sur des cibles dans des villes, dans des grandes villes ukrainiennes, bon, tirs qui font évidemment des morts civiles, mais on continuera à se battre sur le terrain, ça c'est acquis. La vraie question qui se pose, c'est est-ce que l'Ukraine, est-ce que les dirigeants ukrainiens veulent et peuvent, et je distingue bien les deux, accepter les conditions qui sont mises par les Russes et sur lesquelles ils n'ont pas varié. Neutralisation, désarmement, dénazification. La neutralisation, elle est de fait acquise. Donald Trump a dit qu'il n'est pas question que l'Ukraine rentre. Mais il est clair que la Russie voudra là un texte formel disant l'Ukraine ne peut pas rentrer dans une quelconque alliance militaire, que ce soit avec les États-Unis dans le cadre de l'OTAN ou dans une alliance militaire qui serait de format plus réduit, par exemple au niveau de quelques pays de l'Union européenne et de l'Ukraine. Bon, ça c'est clair. Désarmement. Il faut faire accepter à ce moment-là aux Ukrainiens qu'ils réduisent la taille de leurs forces armées et qu'ils aillent mettre en terrain neutre, par exemple en Allemagne, sur une base de l'OTAN, une partie de leurs armes à longue portée avec lesquelles ils bombardaient notamment la ville de Donetsk, ce genre de choses. Est-ce qu'ils sont prêts à accepter ça? Pas pour l'instant. Et les Européens non plus, puisqu'en fait, ce qui est proposé là, les manœuvres des Européens, des dirigeants européens et du président Zelensky, c'est au contraire de venir renforcer la défense ukrainienne par, on ne sait pas bien la quantité, mais par au moins symboliquement des troupes allemandes, anglaises et françaises sur le sol ukrainien à très très court terme. Bon. C'est une manière de contourner le fait que l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN. Il faut le dire là, ces troupes ne seront jamais déployées en temps de guerre. Vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas. Et d'ailleurs, je n'y crois pas parce que les états-majors des différents pays ont dit que ce n'était pas possible. Mais lors d'un cessez-le-feu, est-ce que ce n'est pas justement la manœuvre des Européens, c'est de faire accepter sous la pression des sanctions dont on va reparler dans un instant, de faire accepter aux Russes un cessez-le-feu de 30 jours qui permettent, durant ce laps de temps, d'envoyer au moins symboliquement de premiers détachements de troupes occidentales pour dire en fait aux Russes, vous avez accepté le cessez-le-feu, vous ne pourrez pas revenir à la guerre parce que nous sommes déjà aux côtés des Ukrainiens. Et c'est pour ça que les Russes ne veulent pas entendre parler pour l'instant de cessez-le-feu. Ils disent il n'y aura un arrêt des combats que quand il y aura un accord général sur la situation. Donc effectivement, de ce point de vue-là, les positions ne sont pas compatibles. Maintenant, Zelensky sait aussi que plus il attendra, plus la situation va se détériorer. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir que sur le terrain, la situation se détériore de manière de plus en plus rapide. Alors, ce n'est pas encore l'effondrement général de l'armée ukrainienne. Bon, l'armée ukrainienne continue de se battre, et elle se bat d'ailleurs avec beaucoup de courage, mais elle continue de se battre. Néanmoins, elle recule, et elle recule de manière plus importante depuis mi-avril, depuis à peu près 3 à 4 semaines, que de ce qu'elle reculait au début de cette année. On voit bien que l'armée ukrainienne est à bout d'équipement. En particulier, la défense aérienne ukrainienne n'est aujourd'hui plus opérationnelle, sauf pour la défense de quelques villes. Mais la défense opérationnelle du territoire sur le front, elle fonctionne de moins en moins bien. Le nombre de drones russes qui traversent cette défense sans être détruits est de plus en plus important. Bon, ça c'est un premier point. Elle manque de munitions. Ça,
Et c'est dit, même par les Ukrainiens, hein, il suffit de regarder la presse ukrainienne, bon, c'est très clair, et elle manque d'hommes. Et cette situation ne peut aller qu'en s'empirant. Donc, d'une certaine manière, le choix pour Zelensky, c'est accepter des conditions de paix qui sont effectivement pas à l'avantage de l'Ukraine, il faut le dire, mais les accepter maintenant, ou accepter des conditions qui seront encore plus dures à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Mais le problème aussi, c'est est-ce qu'il peut? Je ne dis pas même qu'il veut. Admettons qu'il le veuille. Qu'est-ce qui se passe? Si Zelensky dit, ben oui, admettons que Zelensky fasse son moment Mannerheim, du nom du maréchal qui commandait les troupes finlandaises lors de la guerre soviéto-finlandaise de 1939-1940, puis ce qu'on appelle la guerre de continuation 1941-1944, et qu'il dise à sa population, mes amis, nous nous sommes bien battus, mais aujourd'hui nous ne pouvons plus nous battre. Donc il va falloir négocier. Bon, admettons qu'il fasse ça. Comment va réagir cette fraction de l'armée et des services secrets qui est complètement noyautée par l'extrême droite? Si vous voulez, ce n'est pas parce que les Russes disent quelque chose de faux, comme quoi l'Ukraine serait entièrement nazifiée, que cela signifie qu'il n'y a pas des nazis en Ukraine. Et que ces nazis n'occupent pas des positions relativement importantes, que ce soit dans l'armée, avec maintenant le fameux corps d'armée Azov, grosso modo 4 brigades, ou que ce soit dans des secteurs du renseignement militaire ukrainien. Bon. Si on en vient à une paix, tous ces gens voient tous leurs espoirs détruits, mais ils voient aussi le risque que leur responsabilité personnelle soit mise en cause. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que le meilleur parallèle que l'on puisse faire, c'est avec la situation de l'Allemagne en 1918-1919. Oui, le gouvernement civil allemand, qui avait remplacé Guillaume II, accepte l'armistice, il accepte, et il va accepter après les conditions du traité de Versailles. Mais ce n'est pas pour autant que les fractions extrémistes de l'armée l'acceptent. Donc on a eu immédiatement la création de corps francs, et puis des politiques d'assassinat du personnel civil. Walter Rathenau, l'un des grands dirigeants de l'Allemagne d'après-guerre, qui est abattu. Alors, c'est intéressant, il n'est pas abattu par les nazis, qui à l'époque sont relativement faibles, sauf en Bavière, c'est leur point où ils sont relativement importants, mais qui sont relativement faibles dans le reste de l'Allemagne, mais par une petite organisation qui s'appelle l'organisation Konsul, dont une grande partie des membres, d'ailleurs, iront rejoindre après le parti nazi. Donc, moi, ce que je crains aujourd'hui, c'est beaucoup plus ce type de scénario pour l'Ukraine. C'est-à-dire, en admettant même qu'à un moment donné, les dirigeants civils ukrainiens disent « on ne peut plus continuer », bon, ils soient confrontés à un risque personnel. Parce que les assassinats, malheureusement, ces gens des services secrets ukrainiens et de la fraction d'extrême droite de l'armée, ils savent très bien les faire. Rappelons-nous de ce qui est arrivé à Madame Douguina, qui a été tuée à la place de son père à Moscou. Donc, il va se passer ce problème. Et je dirais que, de manière paradoxale, c'est dans ce scénario que des troupes de pays européens, enfin, que des hommes, pas des troupes, ça serait des gendarmes, ça serait des policiers, seraient importants afin de garantir la sécurité du gouvernement civil ukrainien qui aurait accepté les conditions de la paix. C'est ça, en fait, la réalité. Alors qu'après, on veuille rester dans cette espèce de monde merveilleux dans lequel, oui, nous allons contraindre la Russie, nous allons contraindre Poutine. Pourquoi le 17e paquet fonctionnerait-il mieux que les 16 paquets précédents? Alors justement, ça c'est un peu le... Emmanuel Macron a communiqué là-dessus abondamment ce week-end, en laissant entendre que ça menace de nouvelles sanctions
ferait ou depuis aurait fait plier Vladimir Poutine, le forçant à accepter l'ouverture des négociations à Istanbul avec le président Zelensky. Quel peut être ce nouveau paquet de sanctions et quelle peut en être la portée réelle sur l'économie russe? Quelles seraient les sanctions les plus graves, les plus impactantes sur l'économie russe qui pourraient être mises en place par les Européens? Actuellement, ce qui reste dans la main des Européens, c'est interdire à la totalité des banques russes d'utiliser le système SWIFT. Ça n'a aucun effet parce que déjà, outre les banques qui ont été sous sanction, les autres banques contournent SWIFT par le système chinois ou par d'autres systèmes. Donc c'est de la communication. C'est purement de la communication. Après, il y a un deuxième point, c'est de dire on va complètement interrompre l'importation de produits pétroliers de la Russie. Il faut savoir que l'Union européenne continue d'importer des produits pétroliers, certes moins qu'avant 2022. Hein. Avant 2022, il y avait à peu près les 2 tiers de l'énergie, entre la moitié et les 2 tiers de l'énergie, qui venait de Russie. Bon. Aujourd'hui, c'est à peu près 25%. Certains sont d'ailleurs raffinés, une partie du pétrole est raffinée en Europe. Tout à fait, tout à fait. Bon. Mais, d'accord, comment on fait sans ces 25%? Si on importe toujours 25% de produits pétroliers russes, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement, en réalité. Là, il parle d'importation directe ou d'importation via des pays tiers. Ils veulent toucher à peu près tout le monde. Non seulement les importations directes, mais ils menacent aussi de prendre des sanctions contre les pays qui servent de relais aux exportateurs. Mais là, ça pose un énorme problème. Ça veut dire que vous allez sanctionner l'Inde? Attendez, l'Inde, ça représente quand même 7,5% du PIB mondial. L'Allemagne, c'est 3,4%. Attention, bien sûr, par habitant, c'est pas grand-chose. Les sociétés chinoises. Bon, les sociétés chinoises. Vous allez aux Émirats, en Arabie Saoudite. Voilà. Donc ça, c'est très clairement une menace vide, qui n'a pas de sens. Et on voit bien que Emmanuel Macron, plus d'ailleurs que Friedrich Merz ou que Starmer, le Britannique, il est en train de se rincer la bouche avec ce type de mots. Mais concrètement, ils ne peuvent rien faire. Et le savent-ils ou est-ce que c'est... est-ce qu'ils se bercent d'illusions? Au point où on en est, peut-être qu'ils le savent, peut-être qu'ils ont décidé qu'eux détenaient la vérité et que ce que leur disaient leurs conseillers n'avait aucune valeur. Je n'en sais rien. Je ne suis pas juge de l'état psychique et psychiatrique de certaines personnes. Tout est possible. Je dis simplement, tout est possible, mais de toutes les manières, même s'ils sont sur le registre de l'hypocrisie, bon, voilà, on va dire quelque chose, on sait qu'on ne peut pas le faire, mais on va le dire quand même, bon. Mais c'est enfantin comme type de bluff. Parce que les premiers qui savent ce que l'Union européenne peut et ne peut pas, c'est évidemment les Russes. Donc, pour l'instant, ça je peux vous le dire, j'ai parlé avec certains responsables russes là en début de semaine. Bon, d'ailleurs, je leur parlais pour d'autres choses parce que l'ancien président de la Banque centrale, Viktor Gerashenko, qui était quelqu'un de très important dans les années 90 et le début des années 2000, vient de mourir. Donc on avait commencé à parler à ce sujet et je leur ai posé la question de sanctions. Ils me disent, mais ça nous fait rire actuellement. Donc ça veut dire que les sanctions européennes c'est du bluff. Sont du bluff. Les sanctions américaines, c'est un petit peu différent. Mais là aussi, on voit très bien qu'on va tout de suite rentrer dans des impossibilités. Ce qu'a dit Trump à un moment donné, c'est je sanctionnerai les pays qui n'appliquent pas les sanctions. Tu vas sanctionner la Chine alors que tu viens de te remettre d'accord avec elle pour des nouveaux droits de douane? Tu vas sanctionner l'Inde avec laquelle tu es en train de négocier? C'est passé. Alors oui, les États-Unis vont sanctionner à nouveau le Venezuela. Bon, ce qui est très mauvais pour le Venezuela, par ailleurs. Mais ça n'a
un effet tout à fait marginal sur la Russie. Donc, il faut le savoir, l'important des sanctions a déjà été pris depuis 2022. Plus de 15 000 sanctions. Tout à fait. C'est un nombre de sanctions absolument énorme. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien du côté des Européens, enfin de l'Union européenne et du côté américain, ou plus exactement, si on veut aller au maximum, alors on se met le monde à dos. On se met à dos les Chinois, on se met à dos les Indiens, on se met à dos les gens du Moyen-Orient. Et en fait, c'est nous qui serons isolés. Donc voilà, je pense que c'est quand même ce que doivent dire toute une série de conseillers à nos gouvernants. Mais pour l'instant, on voit bien que ces gouvernants sont dans un monde imaginaire, dans un monde merveilleux. Et alors le problème, c'est que le rappel à la réalité risque d'être particulièrement difficile. Il y a une règle en diplomatie. Vous ne menacez jamais un pays de quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Ça s'appelle la question de la crédibilité. Il faut que la totalité de vos menaces potentielles, si on en vient aux menaces, hein, évidemment, mais que la totalité de vos menaces soit réellement possible. Si ce n'est pas possible, il faut éviter d'en parler. Et là, on voit bien que cette règle, qui est une règle de base de construction du rapport de force au niveau international, n'est visiblement pas maîtrisée par les dirigeants de l'Union européenne. Dans le règlement de ce conflit et les négociations, quelle est justement pour les Russes l'importance de la levée des sanctions américaines et européennes? Et est-ce qu'on peut imaginer qu'ils réussissent à négocier avec Trump la levée des sanctions américaines, mais pas avec les Européens la levée de leurs sanctions? Oui, c'est tout à fait possible. Alors, pour les Russes, quel est le coût des sanctions? C'est essentiellement un coût. C'est-à-dire, les sanctions ne leur ont pas empêché d'obtenir toute une série de produits. Ils ne les empêchent pas de vendre leur pétrole, leur gaz, et puis d'autres produits, hein, charbon, bon, etc., aux pays extérieurs. Mais cela a un coût. Alors c'est un coût, soit ça fait monter le prix des produits importés, soit ça diminue le profit que l'on fait sur les produits exportés. Et on peut estimer que ce coût représente à peu près 2, voire 2,5%, peut-être 3%, mais moi je serais plutôt sur 2,5% de l'inflation en Russie. Bon, l'inflation est autour officiellement de 10,5%. Bon, comme toujours d'ailleurs dans ce genre de phénomène, l'inflation sur les produits agricoles est plus élevée que l'inflation sur les produits industriels. Bon, mais ça, c'est assez classique. Et sur ces 10,5%, bon, voilà, 2,5%. Donc ça voudrait dire que sans les sanctions, l'inflation russe retomberait autour de 8%. Bon, oui, effectivement, c'est un coût, si vous voulez, c'est tout à fait évident. Mais ce n'est pas non plus un coût qui soit au-delà de ce que peut supporter la Russie. La Russie peut vivre avec cette situation pendant 3-4 ans encore facilement, voire plus. Bon, donc, ça c'est un vrai problème. Après, il y a d'autres choses, et qui sont des points qui sont symboliquement très importants. Vladimir Poutine et le gouvernement russe demandent qu'on leur rende l'argent qui a été séquestré. Alors qu'on parle de une des menaces en ce moment, voilà, notamment de Macron, c'est d'utiliser non seulement les intérêts des produits gelés, mais aussi les produits en tant que tels. Alors les produits en tant que tels, ça va être très difficile parce que je ne vois pas une société européenne accepter d'être payée par des produits venant du capital des avoirs russes séquestrés. Pour quelle raison? Parce qu'elle sait très bien que la guerre va finir un jour, et à ce moment-là, il y aura toute une série de procédures juridiques contre elle. Voilà. Il y a ce qu'on appelle un état de droit. Parce que c'est illégal, il faut le rappeler. Au niveau international. Même l'usage des revenus de ces avoirs séquestrés pose problème.
voilà, ça pose déjà un problème. Et on le voit très bien, les sociétés suisses refusent, les sociétés britanniques refusent. Donc, on sent très bien qu'il y a un problème. Et là encore, je pense que c'est une menace qui est vide de sens. Alors, les Russes vont demander, effectivement, quand il y aura ces négociations de paix, que cette partie des sanctions soit annulée. Et on va voir ce qui va se passer. Le paradoxe, ça serait évidemment que l'Union européenne commence à maintenir son cadre de sanctions, alors que les États-Unis démantèleraient une partie des sanctions, parce qu'il y a des entreprises américaines qui commencent à frapper à la porte de la Russie. En particulier Boeing, mais d'autres aussi. Il y a même d'ailleurs des sociétés européennes qui font de même. Et là va se poser un vrai problème, je dirais, de concurrence. Est-ce que l'on peut continuer de dire on n'a plus de relations économiques avec la Russie pendant très longtemps? Alors oui, on peut suspendre nos relations économiques avec la Russie pendant encore 1 ou 2 ans, ça c'est tout à fait possible, c'est tout à fait envisageable. Mais au-delà, surtout si les États-Unis, eux, rétablissent une partie de leurs relations économiques avec la Russie, ben oui, ça va poser un véritable problème. Et d'ailleurs, si les États-Unis cessent d'appliquer toute une série de sanctions, ça va affaiblir le cadre général des sanctions. Donc, ça aussi, c'est un problème qui se pose de manière extrêmement importante pour les dirigeants de l'Union européenne. Ce qui me fait penser qu'il pourrait être de l'intérêt de la Russie de faire des concessions, non pas aux Européens, mais à Donald Trump et aux États-Unis, comme par exemple de cesser de viser des cibles qui sont dans des villes. C'est pour ça que j'en ai parlé. Alors, ces cibles, on sait lesquelles. On sait que les Russes visent soit des installations électriques, soit des usines qui fabriquent des munitions et du matériel militaire. Bon. Après, soit certains missiles ne sont pas complètement précis. C'est absolument indiscutable que la population civile ukrainienne souffre de cela. Je le remets nullement en cause. Mais est-ce que c'est l'imprécision des missiles? C'est possible. Est-ce qu'il s'agit de missiles qui étaient sur la bonne trajectoire, mais qui sont déséquilibrés par des missiles de défense antiaérienne? C'est aussi possible. Et enfin, il y a une troisième possibilité, des missiles de défense antiaérienne qui ont manqué leur cible et qui retombent sur la ville et qui touchent à ce moment-là des habitations civiles. C'est arrivé aussi d'ailleurs, ça a été documenté. Hein. Tout à fait. Ce qui a été documenté, c'est aussi une chose qui arrive. Bref, bon. Alors, les Russes peuvent dire, pour éviter cela, on ne va plus tirer pendant un temps sur des cibles qui sont au milieu, si vous voulez, d'agglomération. Bien. Mais pour autant, les combats, eux, vont continuer. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que, en réalité, Vladimir Poutine est encore assez modéré dans cette guerre en Ukraine. Sur le terrain, il y a beaucoup de soldats russes qui nous ont dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas déjà détruit les ponts sur le Dniepr qui continuent à permettre l'approvisionnement des premières lignes ukrainiennes. On aurait pu les détruire. En réalité, on sent que les Russes sont dans une position d'équilibre et pas du tout radicale, parce qu'ils ont à leur disposition en réalité un certain nombre de moyens techniques pour augmenter encore la pression sur l'Ukraine. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi le font-ils ? C'est vrai que le gouvernement russe et Vladimir Poutine sont beaucoup plus modérés que certains autres dirigeants.
Alors, je ne parle même pas, il y a des éditorialistes à la télévision russe qui tiennent des propos outranciers, qui ont toujours tenu des propos outranciers. Ça ne date pas de la guerre. C'est grotesque. Voilà, bon, ils ont aussi leur brebis noire là-dessus. Je ne donnerai pas de nom dans le système français, mais on voit tout à fait le genre de personnage. Bien, ok. Mais il y a des gens qui, eux, pensent politique, qui réfléchissent politique et qui ont des positions de pouvoir. Alors certes, pas au premier niveau, mais au deuxième niveau, qui tiennent, qui m'ont tenu des propos qui sont beaucoup plus radicaux, qui parlent de prendre la totalité de la zone côtière ukrainienne, de prendre d'autres grandes villes, comme Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia. Bien. Et on voit bien effectivement que Poutine et le gouvernement leur disent plutôt « Oula, calmez-vous, on ne mène pas une guerre au finish, on ne mène pas une guerre, je dirais, de destruction complète de l'Ukraine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'utilisent pas le mot guerre. Dans leur vocabulaire, c'est une opération militaire spéciale. Donc, qui vise des objectifs politiques, pas des objectifs militaires. Ça, c'est le premier point. Après, sur la question des ponts sur le Dniepr, en fait, c'est un double message envoyé aux Ukrainiens. Ça consiste à dire, oui, on pourrait détruire les ponts. On ne le fait pas parce qu'on ne veut peut-être pas vous faire plus mal, mais peut-être aussi parce qu'on voudrait, le cas échéant, utiliser ces ponts pour passer sur l'autre rive du Dniepr. Donc, si j'étais responsable de la planification militaire en Ukraine, moi, je ferais miner ces ponts. Et je pense que les Ukrainiens l'ont fait. Parce que quand un adversaire qui tout d'un coup pourrait se mettre à avancer, là aussi c'est très frappant. Bon, j'ai dit, la Russie avance plus et plus vite qu'elle n'avançait il y a 2-3 mois. Bon. Mais elle avance quand même très lentement, malgré tout. Et on voit bien que les engagements, c'est quoi? C'est des engagements 2 chars par-ci, 3 chars par-là, une compagnie d'infanterie. C'est à ce niveau-là qu'on se bat. Alors on va dire, oui, c'est la présence des drones qui empêche des concentrations plus importantes. Ça a été vrai jusqu'à maintenant. C'est de moins en moins vrai. Pourquoi? Tout simplement parce que la défense antiaérienne anti-drone de l'armée russe s'améliore de manière impressionnante de mois en mois. Et qu'ils peuvent aujourd'hui limiter l'action des drones ukrainiens sur leurs propres forces. Donc on peut se dire, mais pourquoi les Russes n'en profitent pas pour passer massivement à l'attaque? Alors on peut dire, oui, ils ne veulent pas avoir le nombre de morts que cela implique. C'est possible. C'est très possible. Oui, ils ne veulent pas le faire parce qu'à ce moment-là, ils craignent la réaction des Occidentaux. Avec la position de Trump, c'est un argument qui devient de moins en moins réaliste. Et la troisième raison, c'est qu'ils ne le font pas parce qu'ils ne le veulent pas. Pour eux, la question n'est pas de prendre Kiev. Donc, tout le discours qu'on entend du côté occidental sur « Ah, mais c'est très grave, si la Russie l'emporte en Ukraine, elle va attaquer après les pays baltes, des autres pays. » Non. Les Russes sont dans une logique de guerre extrêmement limitée politiquement. Si vous voulez, il ne s'agit pas de lancer de grandes offensives. On est là vraiment dans, si vous voulez, dans une guerre qui est totalement clausewitzienne. Les opérations militaires sont complètement au service d'une politique. Quand vous entendez les dirigeants européens ou des commentateurs de plateau qui disent que la menace russe après l'Ukraine, c'est la Pologne, les pays baltes, la Moldavie, la Roumanie, vous interprétez ça comme de la naïveté, comme de la bêtise ou comme du mensonge? Une volonté de faire peur? Au mieux, de la bêtise.
Au pire, on ne sait pas. Mais c'est très clair que ce n'est pas le cas. Si on était en présence d'un pouvoir russe décidant de subjuguer toute l'ancienne Europe de l'Est soviétique, bien, les moyens seraient d'un autre niveau. La population russe serait entièrement mobilisée. Je rappelle que pour conquérir l'Ukraine face aux Allemands, disons de 1943 à 1944, l'Union soviétique a déployé 2,5 millions d'hommes. Aujourd'hui, on a grosso modo 450 à 500 000 soldats russes sur le front avec l'Ukraine, dont 250 000 probablement sur la ligne de front. Le reste étant en réserve et faisant des rotations avec les soldats de première ligne. Donc on est sur des effectifs qui sont 5 fois inférieurs. On voit que tout ceci n'est pas crédible. Comment est-ce que vous voyez cette première journée de négociation, vous qui, je le répète, connaissez bien et les Russes et les Ukrainiens? Je vois très bien quelle sera la position des Russes. Ils vont rappeler ce qu'ils disent depuis le printemps 2022. On est voilà. Où en êtes-vous par rapport à notre volonté de neutralisation, de désarmement, de dénazification, et par ailleurs, êtes-vous prêt à reconnaître la réalité du terrain? La Crimée. La Crimée. Bon, la Crimée, toutes les manières, les Russes considèrent que c'est au-delà. Mais la réalité du terrain, c'est-à-dire la pratique. Bon. Après, la position ukrainienne, je ne la connais pas. Je ne la connais pas parce que les Ukrainiens n'ont jamais donné de réelle position, ou alors ils ont donné des positions qui étaient fantasmées. Oui, nous allons reprendre la Crimée. Oui, Coco. C'est bien parti pour, hein, quand on voit comment ça se passe sur le terrain. Bon, donc, on ne sait pas ce qu'ils veulent. S'ils sont sur la position « nous voulons un cessez-le-feu », sans engager de discussion sur le fond, la réponse des Russes sera non. Non, nous avons joué à ça une fois. On a continué à se battre par personne interposée de 2015 à 2022. Donc, nous ne répéterons pas cette erreur. Bien. Donc, en fait, la question qui se pose, et c'est ça on ne maîtrise pas, c'est est-ce que les Ukrainiens sont prêts à accepter aujourd'hui ce qu'ils ont refusé au printemps 2022? Et s'ils ne l'acceptent pas aujourd'hui, quand est-ce qu'ils seront dans une situation où ils ne pourront pas faire autre chose que de l'accepter? C'est ça la véritable question. Et il faut faire très attention au phénomène de dislocation au sein de la société ukrainienne. Alors, aujourd'hui, il y a plein de vidéos qui circulent sur la population, les femmes, qui commencent à s'opposer au recrutement de force. À la mobilisation. À la mobilisation de force. Ça dure depuis des mois déjà. Ça dure depuis des mois et aujourd'hui ça se multiplie. C'est que, bon, d'abord il y avait quelques vidéos, mais maintenant, tous les jours il y a des nouvelles vidéos. Bon, on sait qu'en dépit de conditions extrêmement dures, il y a grosso modo 200 à 300 000 hommes qui ont émigré depuis le début. Qui ne sont plus en Ukraine. Qui ne sont plus en Ukraine depuis cette année. Donc on a les signes très clairs d'une forme de craquement dans la société ukrainienne. Et puis il y a le problème des désertions. Bon, et les désertions qui, au début, au printemps 2022, étaient nulles, enfin, ou étaient extrêmement faibles, atteignent aujourd'hui plus de 100 000 hommes. Tout ceci n'est pas un bon signe pour l'armée ukrainienne. Quand vous avez des difficultés à recruter, quand vous recrutez des gens qui ne veulent pas se battre, quand vous avez des gens qui sont dans votre armée et qui se tirent parce qu'ils ne veulent pas se battre, bon, ça veut dire qu'il est peut-être temps d'arrêter les combats. C'est d'ailleurs exactement pour cette raison que le haut commandement allemand a dit à l'empereur d'Allemagne
d'abdiquer. Il a dit il faut faire la paix. La raison, c'est que ça va craquer. Voilà, l'armée allemande était en train de craquer, et c'est aux militaires, Hindenburg, Ludendorff et d'autres, on dit mais il faut au moins faire survivre ce noyau de l'armée allemande, à partir duquel on pourra toujours, le cas échéant, reconstituer une armée. Et c'est pour cela qu'ils ont dit à Guillaume II, tire-toi, et qu'ils ont appelé les civils au gouvernement. Donc, on commence à se rapprocher d'un scénario de ce type en Ukraine. La question, c'est quand ? Et je pense que les signaux qui viennent de la société seront probablement pas suffisants. J'espère qu'ils seront suffisants, mais je crains qu'ils ne le soient pas. Et que ce qui pourrait être le déclencheur serait un effondrement, cette fois-ci, des troupes de première ligne. Et cet effondrement, on ne peut pas l'attendre avant début septembre, voire... Sur quelques villes symboliques comme Toretsk, Chassivyar. Voilà, et que tout d'un coup, les troupes ukrainiennes partent, se retirent même sans ordre, et que l'on voit les troupes russes avancer dans la journée de 10-15 km, etc. Si ça se passe, et du jour où on verra ça se passe, je pense que l'attitude du gouvernement ukrainien changera radicalement sur la question des négociations. Après, quand est-ce qu'on verra ça ? Bon, il y a des gens qui disent à la fin de l'été. Je suis un peu plus pessimiste. Je pense que c'est quelque chose que l'on pourrait voir plutôt automne, voire début de l'hiver. Mais très clairement, l'armée ukrainienne n'a pas de quoi aller au-delà du premier trimestre de 2026. Donc, c'est un petit peu ça, je dirais, l'extrême limite. Après, je vous dis, mon sentiment personnel, c'est que le gouvernement ukrainien devrait regarder les craquements qui se passent dans sa propre société. Moi, j'ai été très frappé du fait que même en Ukraine occidentale, à Lviv, Lvov, qui est pourtant l'un des points, je dirais, un des points forts du nationalisme ukrainien, on ait des vidéos qui montrent cette opposition de la population au recrutement forcé des gens. Donc, oui, la situation évolue, elle évolue à bas bruit, mais elle évolue maintenant de manière continue, et à un moment donné, ça va réémerger de manière importante. Après, à travers quel type de solution politique en Ukraine ? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que les Russes accepteront de signer quelque chose avec Zelensky ? Je pense qu'ils demanderont certainement que cet accord soit ratifié par le Parlement ukrainien, parce que autant Poutine dit qu'il ne considère pas Zelensky comme un personnage légitime, bon, il considère toujours que le Parlement ukrainien est légitime. Ça, il n'y a pas de problème. Donc ils exigeront probablement un vote au Parlement ukrainien, et ça risque d'être assez particulier. Donc voilà, on est aujourd'hui dans ce type de situation. Jacques Sapir, merci beaucoup pour cet entretien passionnant. Chers auditeurs, n'oubliez pas, pour nous soutenir, de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker, de partager et de commenter cette